Monsieur le recteur, monsieur le conseiller d'État, mesdames, messieurs les doyens professeurs, mesdames et messieurs, tout d'abord, je dois vous dire qu'il est difficile de trouver les mots adéquats pour exprimer, monsieur le recteur, ma reconnaissance et aussi mon émotion pour l'honneur que vous me faites, pour le privilège que vous me donnez de pouvoir m'adresser à vous avec quelques modestes réflexions sur un sujet qui effectivement m'a occupé pendant de nombreuses années. Je suis d'autant plus touché de pouvoir le faire dans une université aussi prestigieuse, dans la ville de Genève qui, avec son université, ont eu une histoire formidable, une histoire qui a contribué à l'édification de valeurs qui n'ont pas été totalement étrangères à l'éducation que j'ai reçue et aux convictions qui sont devenues les miennes. Et aussi touché de pouvoir être aujourd'hui, et je ne l'aurais jamais imaginé, parce que c'était inimaginable, quand je lisais les livres de Toni Morrison, qu'un jour j'ai le privilège d'être avec vous, madame, ici. Mesdames et messieurs, ce sont les réflexions pas d'un scientifique. Vous l'avez entendu, j'ai un peu flirté avec la recherche scientifique quelques années dans un endroit merveilleux, le Max Planck Institute, mais je suis et j'ai été et je reste avant tout un homme de terrain et donc pas un scientifique. La Déclaration universelle des droits de l'homme, approuvée à Paris le 10 décembre 1948, est une première et significative réaction aux horreurs de la barbarie de la Seconde Guerre mondiale. Le texte, néanmoins, a une valeur plus symbolique qu'effective. La présidente de la commission qui a rédigé ce texte, Madame Eleanor Roosevelt, l'admet d'ailleurs dans son discours introductif au Palais de Chaillot à Paris. Elle reconnaît qu'il a fallu faire des compromis et que chaque partie n'a pas pleinement obtenu ce qu'elle aurait voulu. D'ailleurs, pas tous les États membres ont souscrit la déclaration. Dans les milieux de la philosophie du droit, une longue controverse s'est entretenue sur le fondement des droits de l'homme, sur la pertinence de leur caractère universel. D'aucuns considèrent que la déclaration de 1948 constitue en fait une victoire des valeurs libérales et individualistes des Occidentaux au détriment d'autres systèmes de valeurs qui mettent plutôt l'accent sur la dimension communautaire de l'individu. D'autres encore estiment que ces valeurs ont un caractère absolu et relèvent du droit naturel, sans oublier ceux qui y croient que c'est l'expression de la volonté divine, notamment chrétienne. Dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis de 1776, on lit que les hommes ont été créés égaux et que le Créateur les a investis de certains droits inaliénables comme la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Kant considérait quant à lui qu'un seul droit était vraiment inné et inaliénable, la liberté. Encore faudrait-il savoir quelle liberté. En fait, s'il y a divergence et controverse sur le fondement des droits de l'homme, on s'accorde sur le fait qu'ils sont nécessaires. La notion de droit de l'homme n'est en effet pas précise et ponctuelle. Comme le relève Norberto Bobbio, la liste et les contenus des droits fondamentaux évoluent à travers l'histoire, le développement des différents pays et avec l'apparition de nouvelles menaces. Aujourd'hui, dans les pays de la Corne d'Afrique, le droit à l'accès à l'eau et à la nourriture et à la sécurité est certainement plus important que la liberté d'expression ou le droit à la vie privée. Ce dernier assumant par contre une signification croissante
dans une société technologiquement toujours plus avancée et toujours plus envahissante. La Déclaration universelle des droits de l'homme a eu le grand mérite de lancer le débat, mais n'a eu aucune conséquence contraignante pour les États signataires. La Convention européenne des droits de l'homme, par contre, la Convention du 4 novembre 1950, est allée plus loin. C'est un véritable traité qui engage les États partenaires et qui institue des mécanismes de contrôle de la mise en œuvre de ces principes. La Cour européenne des droits de l'homme a joué et continue à jouer un rôle important dans l'évolution des différents droits nationaux et la protection des droits fondamentaux des citoyens. Ce sont aujourd'hui plus de 800 millions de citoyens de 47 pays européens différents qui peuvent saisir personnellement la Cour de Strasbourg pour faire valoir une violation des droits contemplés dans la Convention qu'ils estiment avoir subis dans leur pays. La jurisprudence de la Cour a ainsi contribué à élaborer un véritable patrimoine de valeurs communes sur le continent, contraignant à plusieurs reprises les États, Suisse comprise, à modifier leur législation, non sans susciter parfois une vive irritation dans les pays concernés. On peut ainsi dire qu'après l'immensité de la tragédie de la guerre mondiale, les droits de l'homme et la dignité humaine ont gagné en attention et en importance. Grâce à l'action du Conseil de l'Europe, la peine de mort n'est plus exécutée dans aucun des 47 pays membres du Conseil. Sur le continent, seule la Biélorussie de Loukachenko, qui n'est pas membre du Conseil, continue à mettre à mort des condamnés, les 2 derniers, encore ce mois de juillet. La déconcertante affaire de Troy Davis, exécutée 20 ans après le jugement, et malgré le fait que la majorité des témoins se soient rétractés, illustre à quel point le droit à la vie est différemment interprété des 2 côtés de l'Atlantique. Les progrès dans les domaines des droits de l'homme sont cependant précaires et les rechutes nombreuses. Certes, le sujet est dans la bouche de tout le monde, dans les discours de la plupart des politiciens. Pourtant, comment ne pas voir qu'au cours de cette dernière décennie, nous avons fait d'inquiétants pas en arrière? Comment ne pas ressentir un malaise comme un présage que quelque chose de grave et de dangereux pourrait se répéter? Oui, mesdames et messieurs, je crains, et c'est peut-être une obsession de ma part, je crains que nous soyons en train de vivre une période historique qui rappelle un peu celle des années 30 qui précéda la catastrophe que nous savons. L'histoire ne se répète pas, elle bégaye, aurait dit Karl Marx. Et pourtant, la crise financière internationale qui risque de provoquer une dépression économique de grande envergure, la recherche et la construction obsessionnelle d'une figure d'ennemi, hier le juif, le communiste et le rom, aujourd'hui le musulman, toujours et encore le rom, le noir et l'étranger en général, le repli sur soi-même, un nationalisme exacerbé, ainsi que l'exploitation de la peur des citoyens que l'on suscite à dessein, ne rappelle-t-il pas les circonstances et les dynamiques qui ont abouti à l'explosion des pires instincts de sauvagerie de l'être humain? Comme aujourd'hui, on a progressivement restreint les libertés individuelles et bafoué les droits de certaines catégories de citoyens, alors, comme aujourd'hui, dans l'indifférence, voire avec le consentement tacite de la majorité. Les attentats terribles du 11 septembre ont permis à l'administration américaine, avec l'accord et souvent la complicité des gouvernements européens, de faire passer à l'opinion publique un message dévastateur. L'État de droit n'est pas à même de faire face à ce genre de phénomène. Ni la justice, ni les conventions de Genève ne sont des instruments adéquats pour contrer ce genre de menaces. D'où le recours
aux enlèvements, les fameuses Extraordinary Renditions, au système Guantanamo, aux prisons secrètes et à la torture. Même l'ONU, à travers le Conseil de sécurité, a institué des listes noires qui, sans preuve aucune, sans possibilité de vraiment se défendre et surtout sans aucune possibilité de recourir à une autorité indépendante, a privé et continue de priver de nombreuses personnes de toute possibilité d'exercer une activité économique quelconque ou de passer une frontière, leurs biens étant bloqués dans le monde entier et leurs passeports privés de valeur. Cela de la part d'une organisation internationale qui est censée diffuser et protéger les valeurs de la démocratie et de la suprématie du droit. Une fois encore, mesdames et messieurs, une fois encore, tout cela a été accepté sans grande opposition. Une fois encore, une contradiction éclatante et choquante entre les principes proclamés et leur mise en œuvre. Le message que l'on veut donner est clair. La sécurité ne peut être assurée qu'au prix de sacrifices dans le domaine de la liberté et des droits de l'homme. On n'hésite pas, une fois encore, avec la complicité active ou tacite des autorités de nombreux États européens, d'enfreindre l'interdit absolu de la torture. Une conquête de civilisation que l'on pensait pourtant définitivement acquise. Le supplice de la baignoire, institutionnalisé dans le manuel d'interrogatoire établi par l'administration américaine, et de nombreuses personnes ont été remises en dehors de toute procédure légale à des pays comme la Syrie, le Yémen, l'Égypte, le Maroc ou la Libye. Des pays dont la réputation était pourtant bien connue et qu'on n'hésitait pas à classer dans l'axe du mal. Remis à ces pays pour y être torturés à la présence d'agents de la CIA. On en est arrivé ainsi à inventer aussi la délocalisation de la torture. La plupart des personnes qui ont été ainsi kidnappées, torturées et détenues pendant des années ont été entre-temps relâchées, rien ne pouvant être prouvé à leur encontre, sans un mot d'excuse, sans $1 d'indemnité. Certes, certaines d'entre elles qui ont essayé de s'adresser au tribunal se sont vues déboutées, le gouvernement ayant invoqué systématiquement le secret d'État et les intérêts de la sécurité nationale. Dans différents pays d'Europe, la justice tente toujours de faire la lumière sur ces faits. Avec assez peu de résultats, les gouvernements, et il faut le dire de toute tendance politique, ayant tout fait pour entraver les recherches. La politique, les parlements et l'opinion publique ont réagi assez mollement à ces événements. Victimes de ces abus, de ces actes criminels, n'ont été et ne sont finalement que des étrangers, tous des musulmans. Pourquoi, mesdames et messieurs, avons-nous accepté tout cela? Pourquoi on ne s'est pas révolté contre de telles dérives? Pourquoi acceptons dans l'indifférence que le président de la plus grande puissance mondiale, longtemps admiré pour ses conquêtes dans le domaine des libertés civiles, ait pu dire « Justice has been done » en saluant l'assassinat d'un recherché pour de graves actes de terrorisme, alors qu'il était tout à fait possible de l'arrêter et de le déférer à la justice. Indifférence et passivité qui ne peuvent que rappeler, elles aussi, les années 30. Les mesures qui furent progressivement prises en Allemagne contre les Juifs, les communistes et les Gitans n'avaient pas non plus suscité de réaction particulière. Même chez nous, l'empressement dont ont fait preuve de nombreuses et prestigieuses industries suisses d'exportation pour certifier aux autorités nazies la pureté aryenne de leurs cadres n'avait provoqué aucun scandale. Hannah Arendt, alors réfugiée en France, a eu des paroles très dures pour condamner l'indifférence qui entourait la tragédie des Juifs envoyés à la mort.
Dans un article du 8 mai 1942 intitulé « L'éloquence du diable », elle dénonce une fois encore la conspiration du silence qui entoure le sort des Juifs. Elle s'en prend violemment aussi à la passivité des différentes organisations juives, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. La philosophe allemande, à cet égard, est insoupçonnable. Lorsqu'on lui demandait de quelle nationalité elle était, elle répondait « Je suis juive ». Je suis parfaitement conscient, mesdames et messieurs, que les comparaisons historiques sont non seulement très délicates, mais également rarement pertinentes. Ce que je veux dire, en fait, c'est qu'aujourd'hui, comme alors, on ne s'indigne pas face à l'injustice, comme si cela ne nous concernait pas. On ne se sent pas touché, car cela arrive aux autres, à une catégorie de gens qui n'est pas la nôtre. Comment ne pas penser alors au poème écrit à Dachau par le pasteur Martin Niemöller, poème que certains avaient attribué, je crois à tort, à Bertolt Brecht, lorsqu'ils sont venus chercher les communistes, etc., etc. Et que lorsqu'ils sont venus chercher moi, il n'y avait plus personne pour protester. Le mensonge et la tromperie des citoyens, souvent masqués par le recours abusif de la notion du secret d'État et par de prétendus intérêts de la sécurité nationale, sont depuis longtemps des instruments de pouvoir, souvent accompagnés d'une motivation honorable de nature humanitaire et d'un altruisme démocratique. Les Pentagon Papers avaient révélé les mensonges dont s'étaient servis les administrations successives pour justifier et poursuivre l'intervention au Vietnam. La guerre en Irak, c'est désormais connu, a été déclenchée sur la base de motivations fallacieuses et sur la situation en Afghanistan continue à ne pas dire toute la vérité. Dans tous ces cas, les pays de l'Alliance ont également invoqué les droits de l'homme et les valeurs de la démocratie pour justifier l'intervention militaire. En réalité, si on considère le nombre de civils innocents qui ont perdu et continuent à perdre leur vie suite à ces interventions, si on considère le désastre qui règne encore sur place, on ne peut que conclure que la défense des droits de l'homme et de la démocratie n'est qu'un prétexte boiteux. On pourrait d'ailleurs se demander si tel est vraiment le cas, pourquoi on n'est pas intervenu plus tôt en Libye? Pourquoi Kadhafi, pourtant sérieusement soupçonné de graves attentats terroristes, a été, dans un passé encore récent, invité avec tous les honneurs dans les principales capitales occidentales? Les victimes des tours jumelles méritent respect et compassion. On ne fait rien d'utile toutefois pour leur mémoire et on n'aide pas leur famille en recourant à l'illégalité pour combattre le terrorisme. Au contraire, le recours à la torture, aux détentions secrètes et sans procès, ainsi qu'à des guerres fondées sur des motivations mensongères, a pour conséquence d'offrir à ces criminels, car ce sont des criminels, un prétexte de légitimité, la légitimité de combattre un État, un système qui fait usage de moyens que son propre ordre juridique lui interdit. Ces actes de violence aveugle doivent être combattus avec intelligence, la coopération internationale et la justice. C'est ce qu'a fait, entre autres, l'Espagne avec succès après les terribles attentats du 11 mars 2004 à Madrid. On ne saurait non plus oublier la prévention. L'injustice reste en effet la principale alliée du terrorisme. Comment ne pas comprendre, pour faire seulement un exemple, que tant que le problème de la Palestine ne sera pas réglé, que tant que des dizaines de milliers de personnes sont contraintes de vivre dans des camps depuis 1948, sans nationalité, sans une véritable identité, sans un véritable statut et surtout sans espoir, il n'y aura jamais la paix et il y aura toujours des actes de violence.
Mesdames et messieurs, dans la Corne d'Afrique, des millions d'êtres humains, en majorité des femmes et des enfants, se trouvent dans une situation d'extrême détresse. Les victimes se comptent par centaines chaque jour. Ce n'est pas seulement à cause de la sécheresse, mais aussi et surtout la conséquence d'un long conflit. Qu'a-t-on fait? Qu'a-t-on fait pour combattre l'odieux trafic d'armes qui a continuellement alimenté cette guerre? Un trafic très rentable et pas tout à fait étranger à des réseaux et des intérêts qui ne sont pas tellement éloignés de notre réalité. A-t-on invoqué des mesures extraordinaires pour faire face à cette énorme catastrophe humanitaire? Non, bien sûr. Est-ce qu'une vie aurait-elle plus de valeur à New York qu'à Dahab, le plus grand camp de réfugiés du monde? Les trafics d'êtres humains, d'armes, de drogue et d'organes humains sont, avec la corruption et la spéculation financière, les principales menaces pour nos sociétés démocratiques. La lutte contre ces fléaux ne figure toutefois pas parmi les priorités politiques, ni dans les préoccupations majeures de l'opinion publique. Pourquoi? Est-ce à cause des énormes intérêts financiers en jeu et des complicités embarrassantes qu'ils impliquent? Une fois encore, une question qui dérange, une question qui me paraît nécessaire. Les beaux textes sur les droits et la dignité de l'homme nous ont donné l'espoir que nous nous acheminons vers un monde meilleur, vers une paix véritable, vers le respect de l'être humain. Des progrès certains ont été faits, mais on a toujours l'impression, du moins la crainte, que les démons du passé ne cessent de nous guetter. Faut-il penser, faut-il craindre l'éternel retour nietzschéen? Les droits de l'homme, on l'a vu, continuent d'être l'objet de débats théoriques passionnés et passionnants. Je n'ai pas l'ambition de prendre part à ces discussions de haut niveau. Ces dernières années, dans le Caucase du Nord, dans la région des Grands Lacs au Congo et dans les Balkans, j'ai eu des rencontres bouleversantes avec des familles des victimes, avec des personnes torturées, des femmes violées, des mères qui sont à la recherche désespérée de leurs enfants disparus, amenés par des forces dites de l'ordre. J'ai pu constater ce qu'un éditorialiste a très bien écrit, à savoir que rien, vraiment rien, ne distingue une mère serbe d'une mère kosovare ou tchétchène qui pleure son fils disparu sans laisser de traces. Les droits de l'homme, leur violation surtout, deviennent alors quelque chose de très concret, de dramatiquement concret. C'est la torture dans toutes ses formes, dans ses formes les plus horribles, l'humiliation sadique et dégradante, l'absence d'espoir et de justice, la force brute comme expression de pouvoir. Cette approche ne permet pas qu'on se limite à des considérations philosophiques sur les grands systèmes. Elle exige des questionnements, oui, des questionnements dérangeants et politiquement pas toujours corrects. Hannah Arendt, encore elle, a observé avec pertinence que nous avons peur d'avoir peur, mais nous avons surtout peur d'être libres. Les hommes de pouvoir, ceux surtout qui en abusent, l'ont parfaitement compris. La politique et les politiciens n'ont pas le droit de s'approprier du thème des droits de l'homme à des fins de propagande pour fleurir leurs beaux discours. Les droits de l'homme exigent un engagement, ils impliquent le risque de ne pas plaire, d'exaspérer ceux qui détiennent le pouvoir. Vous me conférez aujourd'hui, Monsieur le Recteur, un grand honneur, une reconnaissance prestigieuse, tout simplement pour avoir fait mon devoir. Permettez-moi alors que je dédie cet honneur à des jeunes femmes, à des jeunes hommes que j'ai rencontrés sur le terrain,
dans les régions les plus dangereuses du monde, des personnes brillantes et bien formées qui, au lieu d'une existence confortable, ont choisi de se battre pour les droits de leurs concitoyens, risquant chaque jour leur vie. Laissez-moi en mentionner au moins deux, dont la personnalité, l'action et leur destin tragique m'ont profondément touché. Natalia Estemirova, Natacha pour ses amis, assassinée en Tchétchénie, et Floribert Chebeya, assassiné au Congo. Deux personnes extraordinaires. Elles représentent par leur engagement et leur sacrifice la mauvaise conscience de la masse indifférente, personnes jugées coupables pour s'être engagées en faveur des droits de l'homme. Avec leurs collègues, elles ont admirablement interprété la maxime d'André Malraux. La politique n'est pas ce qu'on désire, c'est ce qu'on en fait. C'est ce qu'a fait également Toni Morrison en recourant à l'art, avec son extraordinaire capacité de raconter, d'évoquer l'histoire et le mythe. Elle nous a fait rêver, mais elle nous a aussi ouvert les yeux. Elle a surtout grandement contribué à rendre la dignité à une communauté trop longtemps humiliée. Merci, Madame Morrison, et merci à vous, Mesdames et Messieurs. Merci, Monsieur Marty. Je crois qu'après vos paroles et après cet hommage, je ne peux que me taire et vous remercier. Mea culpa, merci. Mea culpa encore, Madame Morrison, parce que c'est également la première fois que, pour nos regards croisés, nous donnons la parole à une femme. À une... Okay. Une grande dame de la littérature américaine, on l'a entendu, une femme de plume, une femme de conviction, une femme d'engagement qui met en scène, livre après livre, l'insupportable réalité du racisme et du mépris au quotidien. Madame Toni Morrison. Thank you. Is this on? Merci. Est-ce que tout le monde m'entend? Merci. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Et je me sens très flattée, très honorée et très heureuse de ne pas avoir pris la parole avant Monsieur Marty. C'était un discours tout à fait remarquable. Je suis également flattée par cet honneur que m'accorde l'Université de Genève.
Il s'agit d'un institut d'un grand âge, d'un grand prestige et d'un grand engagement vers les sciences humaines et les sciences sociales, en outre de sa renommée mondiale en matière de sciences fondamentales. Je suis d'autant plus heureuse de vous parler du thème que l'on m'a demandé d'aborder aujourd'hui. Que l'on choisisse un thème pour mon discours était un soulagement pour moi. Je n'ai pas été obligée de choisir. On m'a encouragée à vous parler des droits de l'homme et des droits de la femme. Et c'est vraiment un choix intéressant. Il est intéressant, voire assez troublant, de constater que les droits humains, les droits de l'homme ne s'étendent pas automatiquement et naturellement aux femmes. Il semblerait qu'il y ait d'une part les humains et d'autre part les femmes qui auraient été ajoutés aux vrais êtres humains, même si elles ne sont pas totalement distinctes. Cependant, je comprends qu'il est nécessaire de séparer, ou tout du moins d'exagérer, la nécessité de nous rappeler à quel point il a été difficile dans l'histoire pour les femmes d'entrer dans cette arène des droits humains. À quel point il a été véritablement difficile d'attirer l'attention sur une répression généralisée de notre sexe et notre exclusion de ce concept des droits de l'homme. C'est justement cette séparation et parfois cette exclusion totale qui a exacerbé un certain nombre de problèmes dans le discours sur les droits de la femme et les droits humains. J'ai rassemblé ici un certain nombre d'exemples de ces cas troublants de discours sur les droits de la femme et les droits humains. Tout d'abord, l'égalité. L'accent a été mis sur l'égalité en tant que fin en soi, plutôt qu'en tant qu'obligation morale et éthique. Le combat, la controverse vénéneuse au XIXe siècle aux États-Unis par rapport au suffrage universel, la controverse était de savoir s'il fallait étendre le droit de vote aux femmes blanches ou aux hommes noirs. Les femmes blanches, dans ce mouvement pour le suffrage universel, se sont opposées à devoir partager ce droit avec les hommes noirs. Et même si c'était une bataille très marquante, pour moi, la véritable omission de ce débat, c'était justement les personnes qui occupaient les deux camps. Les femmes noires, mais cela n'a jamais été pris en compte dans l'équation. Il s'agissait des hommes noirs ou des femmes blanches. Il y a quelques années, j'ai prononcé un discours lors d'une remise de diplôme. Et là, j'en viens à mon deuxième point. Ce discours était intitulé « Les sœurs de Cendrillon ». J'essayais d'attirer l'attention sur la glorification du mal que les femmes se font entre elles. Cendrillon, c'est en effet un conte de fées à laquelle on parle d'une maisonnée de femmes qui se rassemblent, qui s'unissent pour abuser d'une autre femme. C'est le thème central de ce conte. Et l'objectif de ma conférence était de décourager
des autres femmes, de poursuivre cette oppression à l'encontre des autres femmes. Et je voulais attirer leur attention sur la violence que les femmes font subir aux autres femmes. Et je voulais rappeler à cette université de femmes que les femmes qui maltraitent leurs enfants sont des femmes et qu'une autre femme se doit de la réfréner. Que les femmes qui frappent et réduisent leurs domestiques à l'esclavage sont des femmes et une autre femme doit la réfréner. Que les mères qui vendent, abandonnent ou massacrent leurs enfants sont des femmes et une autre femme se doit de la réfréner. Le message que j'espérais transmettre était que les droits de la femme ne sont pas simplement une abstraction, une cause. Il s'agit d'une affaire personnelle. Au-delà du droit et de la législation sur les droits humains, c'est une question de vous et moi. De moi qui refuse, qui dit non, je n'accepte pas la destruction d'un autre être humain. Ce qui m'amène à mon troisième point, troisième axe de réflexion sur cette distinction, cette séparation restrictive entre les droits humains et les droits de la femme. Aux États-Unis, il y a toute une série de lois sur ce que l'on appelle la discrimination positive, une législation qui a été conçue pour mettre un terme à la discrimination sur les lieux de travail, dans les instituts universitaires, etc. Mais puisque la discrimination raciale dans cette législation de discrimination positive, notamment aux États-Unis, est si essentielle, si prévalente, le public a fini par voir cette législation purement et simplement en termes de race. Mais le plus grand groupe qui bénéficie de cette législation est justement le groupe des femmes blanches, les femmes qui sont réticentes à l'idée de lutter contre cette notion prévalente et si vicieuse du soi-disant racisme inversé. Ils n'osent pas faire entendre leur voix en faveur de cette législation de discrimination positive, malgré le fait que les mouvements féministes aient toujours succédé, aux États-Unis en tout cas, au mouvement de libération des Noirs. C'était le cas au XIXe siècle, suite à la guerre civile et pendant la reconstruction. Le suffrage universel des femmes a suivi cette lutte. C'était également le cas dans les années 1960, suite au mouvement des droits civiques sur les emplois, la ségrégation, etc. C'est suite à cela que le mouvement féministe a pris de l'ampleur et que l'on a pu mettre fin à cette ségrégation. Le dernier point dont je voulais vous parler aujourd'hui dans le cadre de cette lutte dans les discours sur les droits de l'homme ou droits de la femme, c'est qu'il y a un discours autour de l'agression sexuelle. Le langage qui est employé se déforme progressivement. La violence à l'encontre des femmes est perçue avant tout comme étant de l'ordre de l'agression sexuelle ou de la violence conjugale. Mais nous ne voyons cette situation que par les yeux des victimes, ce qui est essentiel. Je ne voudrais pas laisser entendre le contraire, mais c'est restrictif. Que devient l'examen, l'analyse des hommes qui violent? S'agit-il simplement
de Grendel qui s'adonnent à la monstruosité dès qu'ils en ont l'occasion? Ou s'agit-il de nos maris, nos fils, nos frères et nos pères? Il manque quelque chose dans ce langage, dans cette approche. Pourquoi le viol, cette agression des plus charnelles, reste-t-il concentré sur la victime? Une victime vulnérable, faible, sans défense. Où se trouve l'analyse de la part masculine et masculiniste de ces abus? J'aimerais voir un examen plus approfondi de l'aspect homo-érotique du viol collectif, qui n'a rien à voir avec les hommes homosexuels, mais tout à voir avec l'érotisme des hommes hétérosexuels. Le chaos, les guerres dans les différents États, notamment en Afrique, ont souvent les mêmes origines. Partager, regarder en tant que groupe augmente et diffuse la jouissance de ces agressions, de ces attaques. Et la nature du groupe est essentielle. Si l'on met un accent légitime sur les victimes de ces agressions, cela ne devrait pas effacer ou réduire l'analyse des agresseurs. Il faut se demander qui sont ces personnes, qui leur parle des actes qu'ils ont commis. Cependant, heureusement, il existe certains signes puissants de changement, d'évolution, des signes qui consacrent en effet les droits humains, les droits de la femme comme des droits humains. La condamnation à des coups de fouet des femmes qui sont sorties seules en public dans certains pays du Moyen-Orient, qui condamnent des femmes pour la possession d'un téléphone portable ou pour d'autres raisons tout aussi infantiles, tout ceci a scandalisé les hommes comme les femmes dans ces régions et ailleurs. Des groupes exigent d'être entendus, qu'on leur rende des comptes, que l'on assume la responsabilité du mariage corrosif entre l'argent et la politique. Ils insistent sur la valeur plutôt que le coût. Ces groupes, ces foules apparaissent un peu partout et renforcent et consacrent l'égalité des femmes dans cette bataille. Mais le signe le plus impressionnant, le plus positif de cette intégration véritable des femmes dans la race humaine sont les 3 femmes qui, tout récemment, ont reçu le prix Nobel de la paix. Elles ont reçu cette distinction non pas pour leur travail en faveur des droits des femmes, non pas parce qu'elles étaient des femmes, mais parce qu'elles ont lutté pour la démocratisation d'une nation, parce qu'elles ont lutté pour mettre fin à une guerre. Elles ont lutté pour le respect et une utilisation saine de l'environnement, des luttes qui nous affectent tous en tant qu'êtres humains. Je suis donc convaincue, à l'heure actuelle, que cette expression complémentaire des droits de la femme deviendra bien redondant. Merci.
Thank you. It's a real pleasure. Please come here. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Great. Thank you. Thank you.